Salut les feignasses. Ah, ça réveille, hein. Je m'en lasserai jamais. C'est la 58e, c'est Salon de Pauvres. Vous êtes sur béton, tout va bien, il fait quasiment beau. Ça va, tout le monde Ça va, il n'y a pas de problème. Bonjour aux auditeurs, voilà. Vous êtes tous encore vivants? Bonjour à toutes et à tous, tout va bien. Bon, en plus de ça, c'est Mardi Gras, donc... Oui, c'est Mardi Gras, il n'y a personne qui a apporté des crêpes. Non, ben non. Personne n'y a pensé, c'est pas bien ça. Oui, si, moi j'y ai pensé, moi, je l'ai même beaucoup souhaité, mais bon... Tu n'as pas pensé assez fort. Non, mais je pensais qu'on me les amène, je n'ai pas pensé en amener autant. Oui, mais tu aurais dû penser assez fort pour que quelqu'un en amène. Ah là 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 là. Bon, ouais. Et vous avez lu l'ANR aujourd'hui? Ah non. Pas du tout. Non? Non. Vous savez qui est à la une? Oui, c'est comment que c'est pas le centre social pluriel. Oui, c'est Ingrid. Oui, voilà, j'ai aperçu, parce que... C'est la première fois qu'il y a quelqu'un de salon de pauvres. Bah, ex, oui et mais non, quand parce même, que... elle continue à bosser. Elle met toujours notre émission sur YouTube. Hein. Donc voilà, il y a quelqu'un de salon de pauvres qui fait la une de l'ANR et c'est même pas dans les faits divers. Donc heureusement encore. En tout cas, on salue Ingrid et on continue de la remercier pour ses interventions. On va en parler d'Ingrid tout à l'heure. Voilà, moi j'ai mis un truc. Oui. Je pense que ça la même chose. On a vu le même. C'est moi qui l'ai passé, donc tu as dû le voir aussi. Les grands esprits. Bon, écoute, on va démarrer. Hein. On va démarrer. Aujourd'hui, on a un invité. C'était pas le cas depuis une ou deux émissions parce que bon, voilà, c'était l'hiver. Et puis on a plein de choses à dire. Il se passe toujours plein de choses. Mais là, ce mois-ci, d'abord, c'est le mois de mars qui débute, et donc il y a beaucoup de choses à dire. Sur les femmes principalement. Et donc aujourd'hui, on a invité Monsieur Serge Dintrose. Alors, on prononce le Z ou pas? Oui, vous pouvez. Bon, parce que j'ai des copains savoyards et suisses mais je suis qui disent que là-bas, on ne prononce pas le Z. Tout à fait exact. Voilà. Je suis savoyard, alors c'est comme on veut. C'est voilà. OZ ou O. Bon. Alors, un petit coucou à nos amis savoyards et à nos amis suisses qui nous écoutent. Et on va donc parler avec vous d'un certain nombre de choses. Bon, on va pas tout griller tout de suite. Et donc, Monsieur Serge Dintrose est président de France Victime 37. Exact. Alors, d'abord, on va poser plein de questions. Donc, on va pas griller toutes nos cartouches parce qu'on a plein de nouvelles on va vous retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. Ceci dit, si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez intervenir n'importe quand. Il n'y a pas de problème. D'accord. On est entre nous. Oui, voilà. Il y a Guylaine qui nous fait des signes. Parlez bien, comme moi, bien en face du micro. Voilà, ça y est. Parce que on a nos auditeurs qui sont un peu sourds. Après 30 ans de rock'n'roll, ils ont des problèmes dans les tympans. Donc, il faut bien parler distinctement. Alors, on va commencer par parler de la télé. Bah ouais, parce que ces jours-ci... alors d'abord, ce soir, sur la 2, l'excellente Élise Lucet, la terreur des affairistes, viendra nous parler des EHPAD. Il y a un gros sujet. Là, on prépare un certain nombre de choses là-dessus. Nous aussi... on a pu en voir passer un petit extrait sur sa page Facebook et à mon avis c'est un grand moment en perspective. Alors loupez pas ça, c'est ce soir sur la 2. Et puis donc effectivement on n'a pas fini de parler des EHPAD avant que la direction de Radio Béton m'y colle. On verra bien. Et vous pourrez entre-temps utilement voir en replay le film de dimanche dernier sur la 2, Les Invisibles. Ah ouais. Quelqu'un l'a regardé? Non. Ah, mais c'est mal. Alors, vous pouvez le regarder en replay avec la tout aussi excellente Corinne Maziero qui a décidé de ne plus porter sa chapka depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Non, sérieusement. Le film superbe. Il est vraiment très, très bien, ce film. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que juste comme appétence pour que les gens aient envie de le regarder. Voilà. Ben, écoute, ce film, ça
plonge en mode un peu cinéma vérité années 70, tu vois le genre, dans l'univers des femmes SDF. Et le pitch, comme on dit maintenant, c'est que donc suite à une décision municipale, un centre d'accueil va fermer. C'est un centre d'accueil de jour. Hein, c'est-à-dire que les femmes qui sont accueillies là n'y sont pas hébergées. Alors le jour, il y a des activités de recherche d'emploi, tout un tas d'activités. Donc ce centre va fermer. Il ne reste plus que 3 mois aux travailleuses sociales. Ils sont là pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent. Alors bon, falsification, piston, mensonge, tout un tas de trucs, c'est tordant. Tout est permis. Et donc vous allez voir la suite. Bon, je ne vous dévoile pas la suite du sujet, mais ils vont sortir un peu de la stricte légalité et il va se passer plein de choses. Et apparemment, c'est tourné avec des femmes, avec d'authentiques femmes SDF. Oui. Parce que quand il est sorti, justement, elles étaient venues. Il y en a une qui avait fait de la prison. C'est vraiment des femmes qui ont vécu. Oui. Qui ont toujours vécu en deux. Et ça se sent d'ailleurs dans le contenu. On voit très bien que les anecdotes sont des anecdotes certainement très soit authentiques, soit tirées très proches de la réalité. Enfin voilà, un excellent film que vous pouvez sans doute voir en replay, aller voir sur le site de France 2. Et puisqu'on parlait de Corinne Maziero, de Sacha Pka et de l'Ukraine, après on n'en parle plus, tout c'est promis. Ceux qui veulent se faire entendre sur le sujet, le rendez-vous c'est demain mercredi 18h, place du Palais. Voilà. En attendant, plus personne parle des pauvres là. De ces temps-ci, on est complètement écarté du sujet, on est passé au deuxième plan. Nous, on est toujours là. Et pas qu'un peu. Donc ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses sur notre groupe Facebook. Et Marie-Thérèse va nous raconter tout ça. Alors sur notre groupe Facebook, donc allocataires du RSA, des gens comme les autres. Donc actuellement, nous sommes de 967 membres. Ah, allez, encore un effort. Oui, voilà, ça va. On y arrive. On va y arriver. Notre adresse mail où vous pouvez nous joindre pour laisser vos commentaires sur l'émission ou nous donner des suggestions de thèmes que vous voudriez que nous abordions. Donc c'est salondepauvre@gmail.com. Donc vous avez aussi notre compte Twitter Salon de Pauvre. Et tout à l'heure, on en a parlé un petit peu avec Ingrid. Notre chaîne YouTube, Salon de Pauvre, où vous pouvez retrouver toutes nos émissions depuis le début. Voilà. Alors, on précise que c'est Ingrid qui se charge de remettre les émissions sur la chaîne YouTube. Voilà. Pour ça et on la remercie très fort. Donc sinon, vous retrouvez toujours justement les offres d'emploi. Ah, ça, il y en a. Hein. Voilà. Et puis là, comme aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'était toute la journée, il y avait un forum à la mairie de Tours. Ouais. Pour la restauration. Donc, il y en a un petit peu partout. Donc, je n'ai pas tout répertorié, mais sur notre groupe, ça s'est mis. Donc, rapprochez-vous directement de votre Pôle emploi. Donc, de toute manière, en ce moment, ça recherche fort pour les travaux saisonniers. Oui, surtout la restauration, ils ne trouvent plus de postulants. Oui. Forcément, les gens sont payés avec des lance-pierres et avec des conditions de travail moyenâgeuses. Oui, donc, effectivement... ma fille qui recherche, puis bon, pas partout. Faut être honnête, il y a quand même il y a des gens honnêtes et puis. Il y en a quelques-uns, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a pénurie. Moi, je vois que c'est ma fille là, elle recherchait elle était retournée voir son employé de l'année dernière, mais non, il veut que des garçons, donc de toute manière, donc elle a abandonné. Et puis, mais bon, il y a quelqu'un où elle avait posé en 2020 son CV, qui l'a rappelé. Et normalement, ça devrait marcher. Ah oui, mais bon, elle n'a pas de difficulté à trouver. Elle n'aura pas de difficulté à retrouver. Ah non, on voit passer des annonces partout où ils cherchent du personnel par paquet de 10. Hein. Ouais, donc. Mais le problème aussi, c'est que c'est souvent sur la côte atlantique, par exemple, pour les saisons. Oui, parce que j'en ai mis quelques-unes. J'ai pas tout mis parce que je sais que. Mais le problème là-bas, pour les gens qui veulent postuler à ces trucs, c'est qu'il faut arriver à se loger. C'est ça.
parce que généralement, les employeurs, ils assurent pas le logement, c'est pas forcément leur boulot d'ailleurs. Mais les gens, ils arrivent là pour un boulot où ils sont payés un peu plus du SMIC et ils se retrouvent dans des locations qui sont d'abord à la limite du hors-jeu et qui coûtent la peau des fesses. C'est un des gros problèmes. Pareil pour les saisons d'hiver. Oui. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est catastrophique. Oui. Et puis bon, le problème des emplois saisonniers, surtout en restauration, ça date déjà de bien longtemps. Oui. Parce que je me rappelle que j'avais entendu ça à la radio ou à la télé, je ne sais plus. Il y avait un restaurateur à Noirmoutier. Il a été obligé de fermer un de ses restaurants parce qu'il n'avait pas assez de saisonniers. Oui. Donc, c'est ça le problème, là. C'est que s'ils ont pas assez, j'ai entendu aussi récemment qu'il y en a un qui a diminué ses heures d'ouverture. Parce que il n'a pas assez. Ouais. Pas. Voilà, enfin bref, ouais, voilà. On verra. Donc, autrement, je pense que tu en as parlé, que je vais en parler aussi, une petite info, parce que comme on a vraiment un invité, on a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, donc je pars de la journée des droits des femmes du 8 mars. Le centre social pluriel qui organise ce jour-là de nombreuses manifestations, dont une déambulation qui partira du centre social pluriel à 10h30, qui sera suivie après d'un repas partagé à 12h30. Puis il y aura aussi diverses animations, des débats, un café des femmes. Puis, bon, j'ai mis toutes les infos sur notre groupe. Et puis vous pouvez retrouver ça aussi sur la page Facebook du Centre social pluriel. D'accord. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, parce que comme je sais qu'on a un invité, on a beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, comme je sais que Alain, on va faire bref. Que Alain parle beaucoup aussi, donc. Pas aujourd'hui. Hein. C'est bien. C'est bien. Si tu laisses plus de place pour notre invité, c'est très bien. On va te mettre une bonne note, n'est-ce pas, Guylaine? Oui. Guylaine... 4 bons points attribués à Alain. Pardon? Je dis 4 bons points attribués à Alain. T'as envie que je te paye des chocolats? Si tu nous fais pas mentir. Non. Donc, avant de oui, on a encore un peu de temps parce qu'il y a plein de nouvelles. Donc, on en a parlé. Marie-Thérèse nous a mis plein d'offres d'emploi sur le Facebook de ce mois-ci. La liste, le 7 février, allez voir sur les pages quand je vous donne la date. Elle nous a donné la liste des maisons de la solidarité, des MDS du département, avec leur numéro de téléphone, etc., leur adresse et tout ça. Et ça, voilà, c'est de l'info concrète. Et ça, c'est très bien. Et donc, bon, entre les offres de conducteurs de bus ou de laveurs de vitres, on a eu quelques petits messages sympas pour détendre un peu l'atmosphère. Il y a eu plein de petites choses. Et puis bon, signe de succès, on voit passer des trolls. Ils arrivent vous savez, en mode les assister, nanana. Bon, alors bon, vous faites comme vous le sentez. Moi, je réponds pas. Bon, Facebook, l'actualité, tout ça. Tout d'abord, un sujet que nous n'avons pas eu le temps de développer le mois dernier. Et qui me semble intéressant, c'est comment ça s'appelle, j'arrive plus à retrouver la dénomination des maisons France Service, et donc en y allant, on peut à la fois enclencher des démarches pour une carte grise, une immatriculation de véhicule, une demande d'allocation logement, une inscription à Pôle emploi, etc. Donc ces points de contact France Service qui se multiplient en Indre-et-Loire. Alors on a publié, je ne sais plus quand, mais on a déjà publié la liste complète de ces points qui sont intéressants et qui s'ouvrent peu à peu. Et là, ce mois-ci, enfin le mois dernier, pour être exact, il y en a 2 nouvelles qui se sont ouvertes. La première est à Monnet, la deuxième est à Vouvray. Alors, on va republier ce soir, dès qu'on a 5 minutes, sur Facebook les coordonnées complètes, mais c'est important. Bon, à Monnet, c'est situé place Charles de Gaulle, et à Vouvray, c'est 25 rue des Écoles, au sein de l'espace Simone Veil.
Donc, mais ça, on peut aussi y bénéficier d'un accès informatique gratuit. Ça fait partie des multiservices. Ça commence à se développer et c'est important, intéressant. Là encore, c'est du concret. Donc, vous pourrez vous renseigner sur notre Facebook pour avoir des détails un petit peu plus complets sur les maisons France Service qui s'ouvrent un petit peu partout. Autre gros dossier, c'était le 25 février, signé Ruffin, c'était le non-recours au droit, c'est-à-dire ceux qui ne réclament pas ce à quoi ils ont droit. Pour le RSA, ça monte à 1/3 des foyers éligibles, 1/3. Donc, affichez le poste, 25 février, et allez voir dans les commentaires, parce qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment très judicieux, qui sont intéressants. Et donc, alors c'était le 25 février. Profitons-en pour rappeler qu'au moins 10 milliards d'euros d'aide sociale ne seraient pas réclamés chaque année en France. Allocation logement, RSA, prime d'activité. La plateforme Mesalloc, MES-Alloc, A2LOCS, qui informe et accompagne les internautes dans leur démarche à évaluer le pourcentage de Français ne demandant pas les aides sociales auxquelles ils ont droit. Résultat, au moins 10 milliards d'euros d'aides sociales ne seraient pas réclamés par leurs bénéficiaires en France. C'était un article du Parisien le 18 janvier dernier. Les raisons, un oubli, des démarches trop lourdes, un manque de structure d'accompagnement, mais plus souvent à cause d'une méconnaissance d'une allocation. C'est par exemple le cas pour l'allocation d'éducation enfants handicapés, AEEH, qui concerne près de 300 000 parents, mais dont le taux de non-recours est, tenez-vous bien, de 85%. J'ai bien dit 85%. Pour bénéficier de certaines aides comme le RSA, 35% de non-recours, ou la prime d'activité, 53%, les bénéficiaires doivent actualiser leurs ressources tous les trimestres, ce qui peut constituer un obstacle. Au contraire, d'autres prestations, comme l'allocation de rentrée scolaire, sont automatiquement attribuées sur les revenus de l'année N-2, ce qui explique en partie que le non-recours de cette allocation soit seulement de 5%. La plateforme note aussi des disparités en fonction des départements. Bon, je passe sur les détails des départements parce que ça coule un peu de source dans les endroits où vraiment il n'y a plus grand-chose. L'Aude, la Lozère, l'Ain, la Haute-Savoie, des choses comme ça. Voilà, des endroits où vraiment les services sociaux, les services de l'État sont en pleine déshérence. Le 23 février, un poste de Pôle emploi Chinon propose une plateforme qui permet à toutes les personnes en insertion professionnelle de trouver des aides humaines, matérielles et financières pour faciliter son parcours de retour vers l'emploi. Je bafouille. Et maintenant, préparons l'avenir, si on en a encore un. Toujours le 23 février, on trouve l'annonce d'un forum de l'emploi à la patinoire de Tours. Ce sera le 10 mars et il faut s'inscrire. 23 février, vous remontez Facebook et si ça vous intéresse, vous vous inscrivez. Donc je rappelle, ce sera le 10 mars à la patinoire. À part ça, et pour revenir au sujet de l'émission de ce mois-ci, comme vous le disait Marie-Thérèse il y a quelques minutes, le Centre social Pluriel, recoucou Ingrid, organise donc le 8 mars plusieurs animations dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes. Donc Marie-Thérèse vous en a donné le détail, mais effectivement, ça peut être intéressant. La petite promenade dans les rues de Tours au petit matin, enfin 10h30. Avec des petites casseroles, faire du bruit. Oui, voilà. Bon, vous pouvez amener des crêpes, tiens, ça serait une idée. Hein, voilà. Et donc, j'ai suivi, ça, tu ne l'as pas précisé, Marie-Thérèse, c'est suivi d'un repas partagé. Mais c'est ouvert à tous. Je t'ai dit, suivi d'un repas partagé à 12h30. Oui. Ah bon, je n'ai pas entendu. Non, mais le mois dernier, c'était moi, donc ce mois-ci, c'est toi. Ah donc voilà, donc si vous pouvez aller manger quelque chose. Et donc, il y a tout un tas d'animations jusqu'à 17h. Donc voilà, Marie-Thérèse vous a donné les détails. Vous les retrouvez sur notre Facebook. Le message est tout frais. Elle a dû faire ça ce matin. Et pour finir, notre Job Touraine qui nous apprend qu'il vient de franchir la barre des 2000 abonnés sur sa page. Donc, ils peuvent venir nous offrir le champagne quand ils veulent.
Voilà. Bon, moi j'ai terminé. Je voulais juste dire, parce que ça fait le mois dernier, on a oublié aussi, c'est qu'on a toujours une pensée à nos amis de Tarbes. Oui. Parce que ça, j'oublie tout. Les Tarbais. Voilà. Qu'on les oublie pas. Parce que non, on les oublie pas. On va finir par... On a fait des échanges intéressants avec eux et c'est dommage que tout ce qui s'est passé. Oui, voilà, oui. Donc, on va continuer. Et voilà. Qu'ils n'hésitent pas de nous contacter. Hein. Oui, aussi, bien sûr. Je sais qu'ils écoutent. Voilà. S'ils écoutent, salut à vous. Voilà. Guylaine, tu as l'air de piaffer derrière ton micro. Exactement, je piaffe d'impatience parce que notre invité, Monsieur Serge Dintrose, va pouvoir intervenir et nous allons découvrir toutes les activités qui sont mises en place par France Victime 37. C'est particulièrement intéressant et important pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont un peu dans la détresse et qui ont besoin d'un suivi. Monsieur Dintrose, dites-nous, pourriez-vous nous présenter les missions de France Victime 37 ? Alors, les missions. Plus près. On a notre compétence, elle est départementale. Donc, ce que je vais vous dire se passe sur le département d'Indre-et-Loire. Nos missions, c'est en priorité d'aider, d'accompagner, comme vous voulez, toutes les victimes d'infractions pénales. Alors, quand j'ai dit ces 3 mots, vous savez tout de suite comprendre dans quel cadre on se situe. Toutes les victimes, les hommes, les femmes, les mineurs, les enfants. D'infractions pénales. Qui dit infraction pénale, dit un auteur, dit une procédure, dit des enquêteurs, dit tribunal, dit audience. Donc, ça veut dire tout simplement que nos interventions, nos missions se calent, se situent dans le cadre d'un contexte judiciaire. Ça veut dire également qu'à partir du moment où nous intervenons dans ce contexte judiciaire, nous travaillons en relation avec les magistrats, avec les tribunaux correctionnels, avec le cas échéant la cour d'assises, mais surtout avec le procureur de la République. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on ait un agrément, il faut qu'on ait une autorisation. Et comme on dépend du réseau national France Victime, eh bien, c'est pour ça qu'on s'appelle France Victime 37, c'est le numéro du département, nous avons un agrément et nous sommes le seul à l'avoir au niveau du département. Ça, c'est la première des choses. Donc le contexte. Pourquoi faire nos missions ? C'est très simple, c'est accueillir, d'une part, c'est, je vous dirai comment on fait après, accueillir, c'est informer les gens de leurs droits, c'est, le cas échéant, les accompagner devant le tribunal, et surtout, comme j'ai parlé que ça se situait dans le cadre d'une procédure, il y a un auteur. Qui dit auteur qui a commis des faits sur une victime dit inévitablement des dommages et intérêts, et on est là, le cas échéant, pour aider la victime à toucher ces dommages et intérêts. Donc ça passe par faire un dossier, les accompagner, leur indiquer comment on peut intervenir devant la commission d'indemnisation des victimes ou devant le fonds de garantie. Donc, si vous voulez, voilà en gros nos missions. C'est pas tel est notre bon plaisir, on fait pas ça n'importe comment. On est dans un moule judiciaire. Les gens qui interviennent pour nous sont des juristes. Nous en avons 5. Elles sont recrutées avec un master 2. Et là, il y a des espèces de processus, si vous voulez. Et on ne fait pas n'importe quoi. Et pour terminer avec les juristes, avec toutes ces missions qui se calent dans un contexte judiciaire, qui dit victime, dit éventuellement stress, dit éventuellement difficulté. Donc on travaille avec une psychologue. Voilà en gros... pour pas rentrer dans les détails et puis pour ne pas trop saouler les auditeurs, voilà
ce que l'on fait. Ne vous inquiétez pas, ils se saoulent très bien eux-mêmes. Ah bon, d'accord. Ah, mais je me permettrai pas. Moi aussi. Bon, ça, c'est l'émission. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, en effet, effectivement. Donc, ça montre bien que vous êtes très proche donc du procureur de la République, donc Oui. du magistrat du parquet et en fait, de tous les dispositifs qui vont permettre à une personne victime d'être accompagnée dans le montage de leur dossier, etc. Oui. J'aurais voulu savoir, vous disiez tout à l'heure que la façon dont vous accueillez les gens, comment peuvent-ils vous joindre? D'abord, quels sont les numéros de téléphone? Oui. Ce que je voulais pour terminer la première question, et je répondrai ensuite à celle-ci. Grosso modo, pour bien comprendre, processus judiciaire, auteur, infraction, il y a donc le procureur de la République, lui, qui va se charger de sanctionner, en fait, l'auteur. L'auteur, il a commis quelque chose pour lequel il va être sanctionné, et il y a donc une ou des victimes. Et notre job, c'est de se coller un petit peu à la procédure pénale. On va être en quelque sorte un espèce d'outil entre les mains du procureur de la République pour lui permettre de mener à bien une procédure complète sur ces deux volets, volet de la sanction de l'auteur et volet de l'indemnisation de la victime. Je crois que là, j'ai à peu près tout dit. Alors, comment on fait pour contacter les gens? Alors, c'est très simple. On a un maillage. On a un maillage territorial qui fonctionne sous la forme de permanence. Comme l'immense quantité de nos victimes se situe sur la métropole de Tours, toutes nos permanences se situent dans cette métropole. Alors, il y a bien évidemment au palais de justice, c'est le bureau d'aide aux victimes, il y a dans les hôpitaux, il y a dans les hôpitaux, et puis surtout à des endroits où on peut rencontrer des gens qui ont besoin d'être informés pour savoir s'ils peuvent avoir la qualité de victime. Alors, on a dit les hôpitaux, c'est là où on reçoit les gens qui sont blessés, c'est là qu'on reçoit des gens qui sont victimes de violences. Donc, ils sortent du cabinet médical, si je puis dire, ils sortent de la radiologie, on leur dit exactement ce qu'il en est, et donc là, ils ont à leur disposition une permanence. Ils vont au commissariat de police, par exemple, pour déposer plainte. S'ils veulent avoir, on leur a dit qu'ils sont victimes, s'ils veulent avoir d'autres renseignements parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, parce qu'ils ont besoin de savoir un petit peu ce qui s'est passé, au commissariat de police, je crois qu'ils changent d'étage et ils nous rencontrent. Alors, vous allez me dire, si je comprends bien, comme il y a le maximum de victimes sur la Tours métropole et la campagne, est-ce qu'il n'y a pas de victimes à la campagne? Si, il y a des victimes, notamment, je parle en qualité de critères de communauté de communes. Eh bien, ce qui vient tout de suite après Tours, c'est Loches. Ce qui vient tout de suite après Loches, c'est Amboise. Donc, on est à la campagne. On est là avec des gendarmeries. Et donc, on a distribué 18 tablettes numériques à un certain nombre de gendarmeries pour faire en sorte que la possibilité de nous contacter soit à peu près identique à la ville comme à la campagne et évite, le cas échéant, surtout à la campagne, aux victimes de se déplacer pour venir à Tours. Donc c'est une tablette numérique. Lorsque les victimes sont entendues, eh bien les gendarmes proposent effectivement, si vous voulez avoir des renseignements, si vous êtes paumé, si vous ne savez pas ce qui va se passer, voilà, vous avez la possibilité, vous vous mettez dans un coin, là, voilà une tablette, et vous pouvez avoir une liaison avec France Victime. Nous, de notre côté, il y a une juriste.
Alors cette liaison se fait par par tablette, c'est-à-dire que ce sont des messages par internet, ou bien est-ce que c'est oralement que la personne Non, je crois que c'est par Skype ou on se voit si vous voulez. Hein. Il y a une moi j'appelle ça une permanence virtuelle, c'est-à-dire que la tablette va permettre l'équivalent du contact physique qu'il peut y avoir dans le commissariat, au palais de justice ou ailleurs. Et là, le contact physique, les gens se voient, ils peuvent se parler, et c'est avec toute la technique d'Internet, ça pose aucun problème. La personne qui a besoin, enfin qui est en très très mauvaise santé à l'hôpital, etc., est-ce qu'elle va être immédiatement orientée quand même si elle-même elle n'est pas en mesure de porter plainte directement? Alors, si vous voulez, un de notre travail important, contrairement à ce que l'on peut penser, il y a des victimes. Alors là, on est dans un domaine assez spécial qui est le domaine des violences intrafamiliales. Dans ce domaine, ce qui se passe dans l'intimité des familles, il y a des victimes qui ne veulent pas, qui n'osent pas, qui se disent « mais je suis taré, j'ai été victime de coups, je préfère ne rien dire ». Bon. Donc tout notre travail, y compris avec les juristes, y compris avec la psychologue, c'est de briser cette espèce de tabou qu'il y a dans le cerveau d'un certain nombre de personnes pour leur faire comprendre que leur intérêt, on n'est pas là pour leur dire il faut faire ça, il faut faire... Bon, leur faire comprendre gentiment que leur intérêt pour l'avenir, c'est d'avoir la qualité de victime. Or, comme je vous l'ai dit, on est dans un processus judiciaire, la qualité de victime ne peut être obtenue qu'en déposant plainte. Donc il y a tout un processus. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive la première fois. Il y a tout un processus de possibilités, par le biais d'entretien, de faire comprendre à la personne qu'il faut qu'elle aille déposer plainte. S'il le faut, on l'accompagne. Si elle est en ville, c'est la police. Si elle est à la campagne, c'est à la gendarmerie. Mais, comment je pourrais dire, on ne les laisse pas au bord du chemin. À partir du moment où on a pris en charge quelqu'un, on essaye par tous les moyens de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle dépose plainte. Alors, il faut effectivement aussi faire une distinction entre le fait de porter plainte, qui effectivement va permettre à la victime d'engager un processus judiciaire, mais si elle a simplement été entendue et que la gendarmerie ou la police fait simplement une petite note, etc., le terme exact m'échappe. Oui, les mains courantes, ou les PV de comment ça s'appelle, les PV de renseignement judiciaire. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, on a beaucoup reproché à la justice. Quand je dis la justice, c'est parce que on est tous embarqués dans la même galère. Justice, enquêteurs, police, gendarmerie. On a beaucoup reproché, de façon tout à fait justifiée, que dans un certain nombre de cas, pour des raisons qui sont parfois assez surprenantes, on ne se force pas, disons, pour prendre une plainte. Et là, on a la main courante et puis le PV de renseignement judiciaire, qui, sur le plan de la procédure, n'a pas beaucoup de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2019, des instructions du procureur de la République font que c'est interdit. Il y a une obligation de prendre la plainte, sauf si la personne s'y oppose parfaitement. Mais dans la plupart du temps, la personne est canalisée pour qu'elle prenne sa plainte, et à partir de ce moment-là, eh bien, on est prévenu. Il faut savoir quand même qu'à l'heure actuelle, dans notamment les domaines de violence, il y a encore des femmes qui ne veulent pas porter plainte
bon, on peut le comprendre parce qu'il y a une espèce d'emprise économique, il y a une espèce d'emprise. C'est je t'aime moi non plus. Il me frappe, mais je peux pas faire autrement parce qu'il y a les gosses, il y a tout ça. Si je porte plainte, il va me foutre à la porte. On voit très bien ce qu'il en est. Et malgré ça, malgré l'absence de plainte, la personne qui a pu être détectée par le commissariat ou qui va se présenter à une de nos permanences, elle est prise en charge. Elle est prise en charge et là, on a un travail de longue haleine pour essayer de la dissuader, de rester dans la situation où elle est. Elle portera ou elle ne portera pas plainte. Ça, à partir d'un certain moment, on ne peut pas être, comment dirais-je, on ne peut pas exiger, mais dans le cas où la personne ne dépose pas plainte, elle est néanmoins informée de tous ses droits pour qu'elle puisse, le cas échéant, réfléchir. Et dans un certain nombre de cas, on peut faire intervenir la psychologue, parce que parfois, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Hein. Et là, on essaye par tous les moyens la prise en charge, l'accompagnement, l'aide. Eh bien, on part de différentes situations. Et quand on est arrivé à enfin avoir une plainte, là, on est dans le cursus judiciaire, et là, il y a un certain nombre d'aides différentes dont je pourrais éventuellement vous parler, si vous le souhaitez. Oui, tout à fait. Alors, Alain, tu voulais dire quelque chose ? Oui, plusieurs choses, mais ça serait peut-être un petit peu long. On va prendre les choses par un bout, et puis peut-être qu'on va souffler un peu en faisant une petite pause musicale, histoire de recadrer. Juste pour recoller un peu à l'actualité, il se trouve que sur le sujet, il y a eu plusieurs affaires récentes qui mettaient la police en cause. Je pense à des refus de plainte, je pense à cette bande audio qui a fuité très récemment, il y a quelques jours, d'un flic qui, je crois d'ailleurs, a été suspendu depuis, qui traitait la femme en question de tous les noms, avec les vieux clichés du style la victime, c'est elle qui avait provoqué, etc. Oui. etc. Je pense aussi à cette histoire abominable à Bordeaux de cette femme qui a été brûlée vive par son mari ou son compagnon, je ne sais pas s'ils étaient mariés, peu importe, dans la rue, en pleine rue, en plein jour. Et c'était pas la première fois qu'elle tentait d'alerter, elle avait déjà porté plainte, et à chaque fois, elle s'était fait bouler. Et effectivement, il y a eu un certain nombre d'articles qui disaient qu'il y avait un problème de formation dans la police, et qu'il fallait revoir un certain nombre d'attitudes qui sont... c'est pas uniquement les policiers. Je crois que c'est dans toute la société où on considère ces violences faites aux femmes comme quasiment normales. Et ça vient de l'attitude qu'on voit depuis les années 60. On entend ce genre de discours dominant disant que voilà, il y a même des plaisanteries. Le bon vieux bat ta femme 3 fois par jour, si toi tu sais pas pourquoi, elle le sait. Bon, alors, je veux dire, ça faisait rigoler tout le monde dans les années 70, ce genre de choses. Là-dessus. En fait, ça vient du droit romain, ça vient de l'Antiquité, du Moyen-Âge, etc. Puisque dans les sociétés anciennes, l'épouse était in manu mariti, dans la main du mari, et donc le mari était considéré comme chef de famille, et il avait droit de corriger, entre guillemets, sa femme, il avait le droit
enfin, il était maître et seigneur chez lui, et il avait aussi le droit de corriger ses enfants, etc. Donc, effectivement, l'évolution des mentalités et du droit même a changé, parce qu'il faut attendre les années 74-75 pour que on ait l'autorité parentale et pas simplement l'autorité paternelle, pour qu'on ait aussi des droits accordés à l'épouse sans demander l'autorisation au mari, etc. Donc, on a eu toute une évolution, faut mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut peut-être rappeler au passage, pour donner une petite idée, que le simple droit de vote des femmes, ça date d'après la Deuxième Guerre mondiale, de la Libération. Que le droit pour une femme d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, c'est les années 60. Donc c'est pas là, ça remonte pas au Moyen-Âge. Il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont très récents. Effectivement, et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire pour changer les mentalités. Alors il se trouve que depuis le mouvement MeToo, on voit effectivement davantage de femmes qui osent porter plainte, qui osent dire les violences dont elles sont victimes. Et effectivement, il faut que ce mouvement soit plus important pour que la société évolue dans le bon sens et qu'on ait un apaisement et puis surtout un respect. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas tout le temps porter crédit aux simples statistiques brutes, comme ça, sans les analyser, où on se dit, tiens, il y a de plus en plus de violences, Non, il y a de plus en plus de plaintes parce que tout simplement, avant, les femmes se taisaient. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça permet de voir la société sous un autre angle. Voilà, beaucoup de progrès à faire. Alors, on va continuer avec... Alors, attendez, moi, je voudrais répondre un peu là-dessus parce que j'ai pas du tout... je suis désolé, mais j'ai pas du tout la même vision. Alors, je suis un ancien magistrat. J'ai fait 40 ans de magistrature. Donc, j'ai vu l'évolution. Ah, je ne dis pas que tout fonctionne, ça c'est évident. Vous avez raison quand vous dites qu'à un certain moment, on ne prenait pas au sérieux ce que disaient les femmes. Un problème de la crédibilité de la parole. C'est une première des choses. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, les enquêteurs n'étaient pas forcément... n'avaient pas envie de creuser beaucoup parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui portaient plainte, certes, puis qui revenaient 3 jours après pour enlever la plainte parce que ça posait des problèmes au niveau économique, au niveau des enfants. Ça a existé et c'était pas... Quand vous êtes magistrat, vous vous demandez vraiment un petit peu ce que vous faites là au milieu, à quoi vous servez. À l'heure actuelle, bon, la parole se libère. Il y a de plus en plus de procédures, donc suppression des mains courantes, on essaye à tout prix de faire des procédures. La politique du procureur de Tours, j'étais procureur, on était tous là, c'est de quoi faire. C'est de présenter au maximum, ça veut dire, c'est de faire en sorte que la personne qui cogne, par exemple le mari cogneur, soit sanctionné non pas 2 mois, 3 mois après, mais immédiatement. On a des procédures. C'est pour ça que nous lui filons un coup de main au procureur pour que si la personne, l'auteur est condamné, nous, on puisse arriver tout de suite pour procéder à l'indemnisation de la victime. Donc ça marche. Il y en a de plus en plus. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est bien à 100%. Vous avez fait, et c'est un problème, vous avez fait une relation avec notamment une personne qui aurait brûlé. Il y a eu deux affaires comme ça. La grande difficulté que l'on a actuellement, c'est que les auteurs sont sanctionnés. Ils vont au trou, ils vont en détention. La grande difficulté, c'est de trouver, alors qu'ils ont purgé leur peine, j'insiste bien, alors qu'ils ont purgé leur peine, c'est d'essayer de trouver un moyen pour éviter que ces gens-là ne s'en reprennent pas à leur ex-épouse, leur ex-compagne, leur ex-pax, comme vous voulez. Et là, la grande difficulté, elle existe.
c'est de trouver des moyens de surveillance. Voilà. Alors, quand j'ai dit ça, on ne peut pas surveiller 24 heures sur 24 toutes les personnes qui sortent de prison. Il est là le problème. C'est vrai. Alors, vous avez l'aspect social, l'hébergement. Alors, on va dire, vous savez, à un certain moment, on disait, le mari cogneur, il ne doit pas rester. C'est pas à la femme et aux gosses de partir de l'appartement. C'est au mari cogneur de partir de l'appartement. La femme restait dans l'appartement avec les enfants, certes, mais ça, c'était pas résoudre le problème parce que vous aviez un mari certain qui disait, moi, je peux pas voir mes gosses, je paye pas. Ma femme est dans l'appartement, j'ai pas le droit d'y aller, je paye pas le loyer. Voilà, c'est tout un ensemble. Alors, je dis pas que c'est parfait. Je pense que l'indifférence, moi je m'arrêterai là, l'indifférence qu'il y avait avant existe de moins en moins. Vous avez l'exemple de ce policier qui a été suspendu, qui n'avait pas, comment dirais-je, une sensibilité, compte tenu de son profil personnel, n'avait pas une sensibilité très, très importante vis-à-vis des gens qui venaient déposer plainte pour ce genre de violence. Ça existera. Un peu partout, parce que c'est comme dans la société, il y a toujours des impondérables. Mais si vous voulez, simplement ce que je voulais dire, il y a une tendance. Il y a une tendance, elle est partie. On peut trouver toujours l'exception, la difficulté, d'accord, mais c'est quand même pas comme il y a 10 ans ou 15 ans, pardonnez-moi. Oui. Et puis, petite précision qui va un peu dans votre sens d'ailleurs, c'est qu'on a maintenant un certain nombre d'outils pour tenter de limiter tout au moins les problèmes potentiels, pour éloigner le mari cogneur. Je pense à des outils d'évitement oui, mais je voulais... techniques. Ça n'existait pas dans les années 70. Non. Je voulais en parler tout à l'heure. J'en parlerai. Oui, tout à fait. Le téléphone grand danger, le bracelet anti-rapprochement, bon, tout ça. C'est France Victime qui fait ça, pour expliquer. Ah, d'accord, c'est vous qui gérez ces choses-là. D'accord. Voilà. Oui, Guylaine ? Eh bien, peut-être qu'on peut faire juste une toute petite pause et on va reprendre sur les moyens d'évitement et de mise en sécurité des victimes contre les auteurs d'infractions. Voilà. Pas de problème. Alors, la pause. Mais Guylaine, elle est déjà en train de s'occuper de ses manettes. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous la présenter, la pause. Si, à la demande générale. Bon, retour de David Moons, parce que les filles, elles ont l'air d'aimer ça particulièrement. Alors là, j'ai choisi un concert des années 90 aux États-Unis. Il joue avec plein de gens, notamment avec Steve Cropper, le Steve Cropper des Blues Brothers. Ah, avec plein de monde. Et vous allez voir, c'est le début du concert. Et ça fait du bien par où ça passe. Hein, voilà, c'était dans les années 90. Et c'est une chose qui est assez difficile à trouver. Mais bon, c'est un document. Voilà, ouais, on va vous dire. Hein, ça vous a plu, les filles ? Très bien. Oui. Oh. Alors, on va continuer quand même, parce que là, en fait, il y a un sujet qui est vraiment très intéressant, et notamment sur toute la problématique des victimes qui n'osent pas porter plainte, qui vont venir se plaindre, mais sans faire sans la démarche vraiment de porter plainte. Juste un tout petit mot en passant, parce que c'est un sujet que je connais bien, parce que j'ai croisé dans mon existence des gens qui ont été victimes de ce genre de choses. Et effectivement, je crois qu'on a tous un rôle à jouer. Parce que généralement, les gens, les femmes qui sont victimes de ce genre de saloperie se retrouvent relativement isolées. Et quand on n'a pas d'outils à notre disposition, on est totalement démunis, on ne sait pas quoi faire, parce qu'en face de nous, il y a une pression sociale qui est d'une force dingue et qui fait que les femmes ne bougent pas
parce que tout simplement, souvent, elles ont peur, elles ont la trouille. Il y a des menaces contre elles, très claires, très souvent, du genre, si tu dis quelque chose, je t'en colle une autre. Je caricature un peu, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on s'aperçoit que moi, j'ai vu, par exemple, quelqu'un que je connaissais qui était victime de violences, que j'ai vu se pointer un jour en disant, elle avait la figure complètement démontée. Il y avait des traces vraiment percevables. Enfin, elle avait un œil au beurre noir, elle avait toute la lèvre déchirée, etc. Bon, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, mais je suis retourné avec lui. J'ai voulu lui donner une deuxième chance. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Alain, est-ce que par exemple une personne, un voisin, etc., qui a connaissance, etc., peut porter plainte? Non, il n'est pas victime directement. Non, le voisin peut pas porter plainte, il peut signaler. Il peut informer les services de police, il peut informer les services de gendarmerie. Si la personne dit « Oh, moi je ne veux pas aller voir les enquêteurs », il peut aller informer une assistante sociale du quartier. Il peut aller informer un service social ce service social va prendre en relais les renseignements qui ont été donnés. Et à partir de ce moment-là, ces renseignements vont être triturés par les services de police ou les services de gendarmerie pour essayer de monter une enquête. Alors, le temps passe à une vitesse incroyable. Je pense, Monsieur Dintros, qu'il faudra qu'on vous réinvite pour que vous nous précisiez, si vous le voulez bien, un certain nombre de choses. Est-ce que, pour conclusion, en tout cas pour cette fois-ci, vous pouvez à nouveau nous donner éventuellement un numéro de téléphone, etc. Et puis, donc, parler des moyens de vous joindre. Moi, s'il y a quelque chose qu'il faut que les gens sachent à tout prix, c'est que France Victime, bon, je parle de ma paroisse, bien évidemment. France Victime, on est là pour les aider. En 2022, ce n'est pas possible que des personnes, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a des femmes battues, mais il y a aussi des hommes battus. Il y a aussi des enfants victimes. Ce n'est pas possible qu'un être humain puisse subir ce genre de choses sans en parler. Donc, nous, on leur donne la possibilité d'en parler. On les prend en charge, on les aide. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de faire en sorte que si on s'aperçoit qu'elle est en grand danger, notre association est habilitée pour mettre en œuvre des dispositifs, genre téléphone de grand danger. Si on a peur, une personne a peur en disant « Moi, mon concubin, j'ai déjà pris des coups il y a 1 mois, il y a 2 mois, et j'ai peur que ça recommence. » Donc, on va, par le biais d'un bracelet anti-rapprochement, délimiter, si vous voulez, un cercle dans lequel l'auteur, susceptible de porter des coups, ne doit pas pénétrer. On est dans ce que l'on appelle la justice de protection. Là, on a parlé beaucoup de la justice d'indemnisation, le fric, les dommages d'intérêt. Là, on est également dans la justice de protection. C'est tout à fait nouveau, ça. Hein, excusez-moi, je vous interromps. Je suis vraiment désolé, d'autant que c'est passionnant. Mais je pense qu'effectivement, on va prendre rendez-vous pour une seconde émission, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Et pour nous, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Malheureusement, l'heure nous est comptée. Il est maintenant l'heure de se dire au revoir et de se donner rendez-vous le mois prochain. Nous serons le 5 avril. Oh, tu sais tout, Guy. C'est bien. Ce sera avec plaisir de venir.
Voilà, et puis effectivement, d'ici là, on reste en contact par l'intermédiaire de Facebook, parce que j'espère qu'il y aura des réactions concrètes, parce que comme je le disais, on a tous un rôle à jouer. Il y a des associations, il y a des structures d'aide, notamment pour les femmes battues. Il y a des choses qui existent et on n'est pas tous au courant de tout ça. Donc voilà, allez, salut tout le monde, et puis portez-vous bien jusqu'au 5 avril. Bye bye. À bientôt.